Messieurs, dames, bienvenue sur Al24 News. La couverture de la 4e édition de African Startup Conference continue ici même au CIC Abdelatif Rahal à Alger. Un événement qui rassemble start-upers, investisseurs, décideurs et experts afin d'explorer les nouvelles dynamiques économiques du continent. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Taïeb Hafsi, chercheur et expert en management stratégique à HEC Montréal. Nous avons également le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Abdelhadi Mezi, co-fondateur et CEO de Vols, et Monsieur Ramzi Semouchi, consultant chez Vols. Bonsoir messieurs et merci d'être avec nous sur le plateau d'Al24 News. Merci pour l'invitation. Alors Monsieur Hafsi, je vais commencer par vous. Vous avez participé cet après-midi à une réunion très importante avec des ministres chargés du secteur et des champions. Quelle a été la teneur de cette réunion? L'idée, c'est que les entreprises sont à la fois aidées et contraintes par les actions des gouvernements. Et cette rencontre permettait le dialogue entre les représentants, qui font les politiques économiques du pays avec des entreprises de forte croissance qu'on appelle les champions. Et donc les champions parlaient à la fois de ce qu'ils trouvaient bien fait par les agences de réglementation africaines et d'autre part, quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient sur le terrain. Donc, la raison pour laquelle c'était important, c'est parce que c'est déterminant pour la réussite des startups en général. Et revenons un peu sur la place qu'occupe aujourd'hui justement l'African Startup Conference dans le paysage économique continental. Comment cet événement s'inscrit-il dans la dynamique actuelle de l'entrepreneuriat africain ? L'entrepreneuriat en général, en Afrique, dépend de la capacité des entrepreneurs à agir de manière créative, autonome, etc. Beaucoup d'entrepreneurs réussissent parce qu'ils répondent à un besoin évident. Disons des entreprises qui arrivent au moment où on manque de quelque chose de spécifique. À ce moment-là, si on arrive à produire le produit ou le service qui est concerné, on a un acheteur évident et à ce moment-là, la réussite est là. Parfois, le produit ou le besoin n'est pas évident et donc il faut le créer. Et le créer, ça suppose une capacité à faire des liens avec peut-être les besoins futurs, peut-être avec l'utilisation de la technologie, qui facilite en quelque sorte, qui pourrait faciliter une action spécifique. Alors donc, dans ce cas-là, on va un petit peu plus loin, on crée le produit ou on crée le service, mais il faut créer le besoin en même temps. Oui, justement, comment l'innovation devient-elle un terrain privilégié pour renforcer cette collaboration africaine? Alors disons, la collaboration africaine joue à plusieurs niveaux. D'abord, elle joue au niveau du marché. C'est-à-dire que beaucoup des marchés africains sont des petits marchés. Mais l'Afrique est un continent assez considérable. Tout à fait. Donc le débat d'ailleurs qui a eu lieu au cours de la rencontre, c'était est-ce qu'il est possible d'abaisser les barrières qui existent entre les nations de façon à ce qu'une entreprise, comme les entreprises qui sont développées par mes jeunes amis là, puissent aller d'un pays à l'autre et donc au fond en faire affaire avec un marché qui est beaucoup plus large. Donc ça, c'est de manière générale le marché. Mais il n'y a pas que le marché, il y a l'investissement, il y a l'investisseur aussi. Il faut qu'il ait des facilités pour investir dans plusieurs pays, plusieurs régions différentes. Et donc là
aussi la nécessité d'avoir des modes de réglementation qui soient compatibles, parce que si on va d'un pays à l'autre, il y a des éléments de réglementation qui sont différents, c'est problématique. Du côté de Vols, quelle vision stratégique est mobilisée pour collaborer avec les startups, donc soutenir l'innovation et surtout s'intégrer davantage dans les marchés africains? Bien sûr, il faut savoir que Algérie African Startup Conference, c'est le plus grand événement du domaine de la technologie et du startup en Afrique. Donc, être présent là, ça va nous faire gagner, bien sûr, de la visibilité auprès de nos partenaires africains, et aussi, ça va nous permettre de networker et essayer de construire des liaisons entre les startups algériennes et africaines. Et bien sûr, ça nous permet de signer des contrats stratégiques avec des partenaires africains. Là, par exemple, pour Vols, on commence à des discussions avec des partenaires tunisiens et autres africains pour exporter nos services en Afrique. Et je pense que c'était une bonne occasion, et ça a accéléré les choses parce que sinon on aurait dû se déplacer vers l'autre pays pour trouver le bon partenaire, etc. Donc l'événement, ça nous a beaucoup aidé pour réaliser ce genre de partenariat. Je reviens vers vous, Monsieur Zemouchi. Quelle perspective votre expertise autant que consultant vous permet-elle d'identifier? L'idée qu'en Algérie, qu'il y ait des startups qui commencent à émerger, et avec cet événement, avec l'African Startup Conference, on a eu la chance de voir des champions, donc différentes entreprises, et qui commencent à avancer et à vouloir aller dans d'autres marchés, notamment dans la région, notamment en Afrique, permet de voir le potentiel dans certains sujets qui nous concernent nous, en Algérie déjà, et aussi en Afrique. On remarque que la majorité par exemple, des startups qui ont réussi en Afrique, c'est des fintech, vu l'absence de l'infrastructure financière. Donc c'était une solution à un vrai problème. Aussi, on trouve de health tech, les healthcare et tous ces domaines-là qui répondent à des besoins réels. Donc l'histoire de vouloir trouver les domaines ou les secteurs où en plus les startups qui répondent à des vraies problématiques, c'est d'abord avec le besoin de marché, et puis ce qu'on appelle le product market fit ou le founder market fit. Donc avoir quelqu'un qui connaît ses problèmes et une équipe qui connaît ses problèmes et qui arrive à proposer des services qui puissent répondre à ces problèmes-là, c'est un peu ce qu'on devrait avoir dans des marchés émergents comme ceux en Afrique, et surtout le marché algérien qui n'est pas très différent de nos voisins, notamment comme avait mentionné Abdelhadi en Tunisie ou d'autres pays qui ne sont pas loin, qui ont pratiquement les mêmes habitudes ou les mêmes défis et les mêmes challenges. Les mêmes besoins, oui. Monsieur Hafsi, malgré l'énergie et les avancées visibles, les défis restent nombreux pour les startups africaines et notamment algériennes, et pour les structures qui les accompagnent. Quelles sont, selon vous, les principales difficultés auxquelles les entrepreneurs du continent sont confrontés au-delà de l'aspect financier, et quels leviers pourraient permettre d'y répondre efficacement? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu votre question. Vous voulez que je répète la question? Je vous ai dit quelles sont selon vous les principales difficultés auxquelles les startups africaines et notamment algériennes sont confrontées au-delà de l'aspect financier, et quels leviers pourraient permettre d'y répondre efficacement? Bon, d'abord, start-up, c'est une entreprise. Donc, elle a les mêmes difficultés que toutes les entreprises. Mais en plus, c'est-à-dire notamment quand je dis les mêmes difficultés, c'est faire face à la concurrence, c'est être capable d'avoir une compétence distinctive qui lui permette de réussir contre cette concurrence. Résoudre les problèmes financiers, les problèmes de marché, les problèmes de fonctionnement interne, etc. Mais en plus de ça, la start-up est aussi une petite entreprise, c'est-à-dire dans laquelle l'ensemble des mécanismes de fonctionnement normal d'une entreprise sont encore naissants. Et donc il faut les développer beaucoup plus que dans
disons, dans une entreprise qui est déjà relativement établie. Via quel levier, justement? Qui est déjà établie. Alors donc, il y a une double difficulté. C'est pour ça que, pour permettre aux startups de réussir, il faut un coup de pouce, en quelque sorte. Et le coup de pouce, bon, forcément, va venir dans des environnements structurés, va venir, par exemple, des sociétés de capital de risque qui apportent pas seulement le capital de risque, qui apportent aussi le savoir-faire, l'expérience, peut-être les réseaux, etc. Oui. Enfin, tous les éléments qui permettent la réussite, aussi. Qui permettent la réussite. Mais dans des environnements qui sont moins bien structurés, forcément, le gouvernement joue un rôle important, enfin, où les mécanismes d'aide gouvernementale jouent un rôle important. Alors, parmi les mécanismes d'aide gouvernementale, ou d'aide publique, si vous préférez, il y a d'une part l'organisation du savoir-faire qui peut être organisé par des instituts, par des centres de recherche, mais aussi, bien entendu, les mécanismes de financement qui doivent être, ou pour lesquels il doit y avoir une facilité plus grande pour des jeunes pousses que pour des organisations plus établies, etc. Donc il y a à la fois des choses qui peuvent venir du marché et des choses qui, lorsque le marché ne joue pas son rôle, qui doivent venir de l'État lui-même et des mécanismes que l'État met en place. Peut-être M. Mezi peut partager avec nous sa propre expérience justement pour le lancement de la start-up. Donc hier on a annoncé la clôture de notre levée de fonds. Donc on a fait une levée de fonds série A qui est valorisée à plus de 600 millions de dinars. C'est l'équivalent d'à peu près de 5 millions d'euros. Et c'est une première sur notre écosystème jeune. Donc ça montre que les choses ça commence à bouger. Et en même temps, on a annoncé aussi le premier exit du fonds capital risque public ASF. Ils ont fait à peu près 3,3% de retour sur un investissement, donc ils sont super contents. Et donc voilà, cette levée va nous permettre d'avancer encore plus dans notre parcours, de développer de nouveaux produits et même essayer d'exporter nos produits à d'autres pays africains. Monsieur Samouchi, peut-être un mot sur la start-up Vols? Oui, alors Vols, c'est une des premières start-up championnes de l'écosystème algérien qui est née en Algérie et qui répond à un vrai besoin ici en Algérie avec Abdelhadi qui est aussi mon ami. On bosse ensemble sur une partie de ce qu'ils font et sur une stratégie pour l'avenir. La particularité peut-être chez Vol, c'est que d'un côté, ça répond à un vrai besoin qu'un Algérien de tous les jours a besoin, acheter des billets d'avion et se les faire livrer, que ce soit en ligne ou avec le cash on delivery, qui est une solution innovante et qui est extrêmement adéquate au marché algérien et aux habitudes du consommateur algérien qui, depuis une dizaine d'années, achète énormément en ligne et donc fait du e-commerce. Ça devrait être, à mon avis, un exemple et une inspiration pour les jeunes entrepreneurs en général et particulièrement ceux qui veulent se lancer dans la technologie ou dans des startups où on peut répondre à des besoins ou des difficultés qui existent dans notre marché et en pensant à la scalabilité. Avec Vols, vous allez voir qu'il y a des chiffres extraordinaires qui ont permis justement une levée de fonds, comme avait dit Abdelhadi, de 600 millions de dinars. Et cette scalabilité est ce que nous souhaitons ou ce que nous aimerions voir dans les futures startups tech algériennes parce qu'il y a tellement de solutions qui peuvent être partout en Algérie et qui peuvent être en ligne et qui permettent aux Algériens d'accéder à des services qui leur rendent la vie beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Et quelle a été la stratégie marketing mise en place justement pour asseoir votre notoriété? On voit aujourd'hui que votre stand a connu beaucoup d'engouement. Et quels sont les retours
des clients, si je puis me permettre. Alors Vol, c'est presque 1 million de téléchargements, si je ne dis pas de bêtises, hein, et que la meilleure manière, c'est de voir un peu que tout le monde ici au salon hein, a acheté au moins un billet sur Vol, que ce soit en ligne, donc avec l'application ou avec l'ordinateur. Il faut voir que la stratégie d'avoir un brand très fort, très puissant, très présent et de savoir attaquer les segments de marché qui intéressent le plus, à savoir tous les Algériens qui aiment voyager. Et on sait qu'il y a beaucoup d'Algériens qui voyagent de l'Algérie ou même qui partent ailleurs et qui reviennent et qui font des voyages différents. La partie marketing a été essentielle dans une start-up qui est ce qu'on appelle tech savvy, donc plutôt tech. Donc c'est l'application qui est au centre, c'est la user experience qui est au centre, c'est répondre à un besoin d'une manière très simple, très facile, un nombre de clics qui est très rapide et surtout que les gens, que le besoin existe déjà et que l'approche soit totalement dédiée à ces gens-là de différents canaux, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres canaux un peu moins spéciaux, mais les canaux les plus importants évidemment c'était les réseaux sociaux et là où les gens passent énormément de leur temps, à savoir à consommer du contenu sur les différents réseaux sociaux, ce qui offre une brand très forte et les gens reconnaissent et reviennent à chaque fois. Et justement, comment vous avez réussi à obtenir la confiance des gens, c'est nouveau en Algérie, comment vous avez pu les convaincre? Alors je pense que sur cette question-là, Abdelhadi serait beaucoup plus puissant que moi. Alors, pour être honnête, c'était pas facile parce qu'un billet d'avion, c'est ce qu'on appelle un produit, enfin, c'est un achat réfléchi parce que le montant du billet d'avion, généralement, c'est un montant élevé. C'est pas comme quand on achète un produit e-commerce simple. Donc, au début, c'était super difficile. On a dépensé énormément d'argent en marketing et aussi en éducation. Donc, on a essayé d'éduquer notre clientèle. Et comme quoi, oui, c'est possible d'acheter un billet d'avion en ligne sans parler à un humain. Et voilà, donc on a déployé plusieurs stratégies, plusieurs tactiques, ce qu'on appelle du growth hacking, c'est-à-dire on a essayé de trouver des solutions une fois pas coûteuses et en même temps efficaces. Par exemple, l'anecdote pour notre nom, donc on a essayé de mettre deux points sur le haut pour montrer que voilà, nous ne sommes pas une start-up, nous sommes une multinationale qui vient s'installer en Algérie. Donc voilà, ça gagne un peu la confiance, la crédibilité de notre clientèle. Monsieur Hafsi, je reviens vers vous. Comment l'Afrique peut-elle inventer ses propres modèles stratégiques pour le développement des start-up? Alors bon, c'est en commençant d'abord par nos amis à côté. On parle beaucoup de l'environnement pour la réussite. Hein. Donc, par exemple, dans cette conférence, comment l'environnement est structuré, quelles sont les choses qui sont faites, deviennent quelque chose d'important pour la réussite. Mais il y a l'autre élément qui est très important, qui est la stratégie de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire sa capacité à imaginer une différence qui va lui donner un avantage par rapport aux autres. Alors, ça nous amène à penser qu'est-ce que ça veut dire avantage. Alors, avantage, c'est très souvent la capacité à générer une pensée autonome, une pensée qui est différente. Disons, les Africains en général, les Algériens en particulier, ont beaucoup vécu avec les idées des autres, c'est-à-dire des idées qui ont été conçues dans des contextes historiques déterminés, dans des environnements déterminés, et que l'application forcément génère des tensions parce que ce n'a pas été nécessairement fait pour ça. Alors donc le développement futur, à mon avis, de ces startups, leur capacité à faire de la scalability. Scalability, c'est la capacité à changer d'échelle, hein, donc passer de la petite échelle à une dimension qui vous permet d'être compétitif à l'échelle internationale, par exemple. Hein. Donc la capacité de faire ces choses-là passe par le développement progressif, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à des pensées autonomes, par le développement progressif d'une pensée qui est complètement adaptée, attachée à l'histoire du pays et du continent, et qui permettent donc de générer des avantages
surtout lorsque le continent africain va s'intéresser à l'Europe, va s'intéresser à l'Amérique, c'est-à-dire va devenir comme la Chine un acteur, j'allais dire mondial. Voilà. Alors donc l'idée d'une pensée autonome, c'est l'idée de la compétence distinctive, c'est l'idée d'être meilleur dans un monde qui est plus universel. Quand on dit pensée autonome, on ne dit pas quelque chose qui est un enfermement. En fait, en réalité, on ne peut être universel que si on a sa propre pensée. Tout à fait. C'est-à-dire, si on n'a pas sa propre pensée, on ne peut pas être universel, on est quelqu'un d'autre. Et donc, on suit éventuellement ce que les autres font. Voilà. Monsieur Zemmechi, peut-être voulez-vous rebondir sur le sujet? Non, et clairement, justement, l'idée, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins qui existent et que la scalabilité, justement, le marché algérien est un marché très important, presque 50 millions d'habitants avec les business qui existent. Mais la majorité des startups, justement, commencent à avoir ce qu'on appelle en anglais International Ready Startups. C'est-à-dire qu'elles sont nées, mais elles sont prêtes à aller à l'international dans un marché mondial où l'IA commence à prendre une grande part de marché, où les solutions peuvent être proposées de partout dans le monde et de répondre à des besoins qui existent partout dans le monde. Et ça, c'est très important pour que les founders, donc les entrepreneurs, puissent avoir ce mindset-là, être prêts à avoir ou à trouver ou attaquer des marchés dans lesquels ils sont prêts à aller au-delà des frontières de l'Algérie, au-delà des frontières du continent. Et ça, on commence déjà à le voir avec une startup comme Vols qui trouve une solution à un problème, qui arrive à faire une scalabilité ici en Algérie. Et pourquoi pas en Afrique et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de products qui peuvent accompagner, parce que le monde du travel ou du voyage n'est pas que acheter des billets d'avion, mais c'est une expérience, c'est les hôtels, c'est beaucoup de choses à faire. Et ça, moi ce que je souhaite, et je parle beaucoup à des entrepreneurs algériens qui commencent à gagner en maturité, qui commencent à penser à l'international dès leur création, et ça leur fait gagner énormément de temps, parce que généralement c'est au bout d'un certain moment où ils commencent à s'intéresser à cela, mais là c'est dès que ça soit créé, et c'est grâce à ces événements comme ça où on échange avec des personnes qui viennent partout dans le monde, et notamment en Afrique, des investisseurs, des experts, des entrepreneurs aussi, qui peuvent échanger et qui permettent à nos membres de l'écosystème de découvrir plus de choses et de penser et avoir une pensée plus large et plus globale. Monsieur Bézi, peut-être voulez-vous vous aussi rebondir sur la question, étant vous-même cofondateur de la start-up? Donc, comme Rami a dit, le marché algérien, c'est un très très grand marché. Donc, il y a plus de 50 millions d'habitants en Algérie. Donc, c'est déjà un marché où on peut scaler à l'échelle nationale. En ce moment, dans notre domaine, le domaine de la billetterie ou bien de l'aviation générale, c'est valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Donc déjà, avoir 10% de ce marché-là, ça représente un chiffre d'affaires qui est aussi important. Mais en même temps, on essaie toujours de scaler au-delà de l'Algérie, histoire de bien s'installer dans d'autres pays que l'Algérie, notamment en Afrique. Voilà. Parfait. Alors, je vais rebondir sur le rôle de la déclaration d'Alger. Qu'est-ce qu'elle attribue à la jeunesse africaine, Monsieur Hafsi? C'est là, pardon? La déclaration d'Alger. Bon, la situation d'Algérie dans le monde. Non, la déclaration d'Alger dans l'événement. Oui. C'est-à-dire la position de l'Algérie. La proposition, oui. La position de l'Algérie est à la fois, j'allais dire, bonne et moins bonne. C'est parce qu'on traîne toujours avec nous un peu de notre histoire. C'est-à-dire l'Algérie a commencé avec une période de grandes contraintes, et la réalisation aujourd'hui, la réalisation plus récente, quand je dis plus récente, elle date quand même des années 80, que l'économie est un élément essentiel dans le développement, et donc il faut trouver les mécanismes qui permettent l'émergence et l'ouverture et en même temps le développement économique. Le développement économique est essentiellement lié à la capacité d'action des acteurs. Donc les acteurs qu'on empêche d'agir ne font pas le développement économique.
Et les acteurs qui sont capables d'agir, les voilà, ils sont juste à côté de moi. C'est-à-dire ils ne peuvent agir que s'il y a pour eux une opportunité de gagner de l'argent éventuellement et de construire en même temps, parce que je suis sûr que c'est ça qui les préoccupe, et de construire leur pays. Mais ils ont besoin de beaucoup de liberté d'action au plan économique pour pouvoir le faire. Alors l'Algérie, à mon avis, réalise ça maintenant. Et le réalise maintenant de plus en grand. C'est-à-dire ce n'est pas surprenant qu'au cours des 3 dernières années, on ait fait une conférence sur les startups à Alger plutôt qu'ailleurs. Oui. Ça veut dire qu'il y a vraiment une réalisation qu'il nous faut libérer beaucoup plus les jeunes acteurs pour qu'ils puissent créer de la richesse, pour que cette richesse se répartisse beaucoup mieux à travers le pays, etc. Et donc c'est en un mot, l'Algérie est naissante, à mon avis, au développement économique. C'est-à-dire, bon, bien sûr, nous avons des ressources pour ça, mais pour émerger, avoir des avantages concurrentiels, nous en sommes au b.a.-ba. Nous en sommes vraiment au b.a.-ba. Parfait, nous allons faire une petite page de publicité. On revient juste après. Merci. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'émission consacrée à la 4e édition de African Startup Conference en direct du Centre international de conférence Abdelatif Rahal. Monsieur Heikel Drine, fondateur d'Africanda, vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci bien pour l'invitation. Merci à vous. Alors, juste avant la réclame, nous parlions de la déclaration d'Alger. Monsieur Hafsi, comment la société civile peut-elle s'approprier et surtout contribuer à la mise en œuvre de cette déclaration? Alors bon, d'abord, la déclaration d'Alger met en évidence la nécessité d'une action collective en Afrique. C'est-à-dire finalement, comme on le disait dans une rencontre précédente, les marchés africains sont des petits marchés. Et pour que les entreprises puissent prendre de l'envergure, il faut nécessairement qu'il y ait une coopération suffisante pour faire converger les réglementations, les modes d'investissement, les modèles financiers, etc., de sorte que les entreprises puissent trouver un soutien qui est comparable à ce que trouvent des entreprises similaires, disons en Chine ou aux États-Unis, par exemple. Donc l'idée de la déclaration d'Alger, c'est de créer ce mouvement de collaboration et de convergence en Afrique. Donc c'est le premier élément important. Alors l'Algérie, bien entendu, réalise cela maintenant peut-être de manière encore plus importante parce que émergent des jeunes pousses qui sont en train de poser des questions importantes en termes de réglementation, qui posent des questions importantes en matière de financement, de réseau, etc. Et donc finalement l'Algérie a pris l'initiative ça lui coûte relativement cher de faire tout ça, mais a pris l'initiative d'amener des membres de cette grande réalité start-up en Afrique, en Algérie, de façon à échanger sur ces éléments-là. Et les échanges sont relativement intéressants, relativement riches. Ce matin, dans les débats, on voyait beaucoup de bonne volonté. Maintenant, il faut passer à une étape suivante, qui est passer de la bonne volonté et du désir de coopérer à des choses concrètes pour que la convergence se produise. Et justement, qu'est-ce qui pourrait faire pour qu'on accélère justement la mise en place de cette déclaration d'Alger? Bon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. C'est-à-dire que malheureusement... Mais par quoi commencer justement pour justement l'application? Bon, peut-être que les actions les plus simples, c'est celles qui consistent à
réduire, réduire le nombre enfin, l'ensemble de l'appareillage qui sert à la réglementation, le simplifier beaucoup plus. Oui. Parce que ce qui freine, c'est pas, à mon avis en tout cas, et vous pouvez être en désaccord avec moi, ce qui freine le plus, ce ne sont pas les questions financières, contrairement à ce que l'on pense. Ce qui freine le plus, ce sont les contraintes qui empêchent d'agir et peut-être d'aller chercher des modes de financement plus créatifs, plus ouverts à travers le monde. Alors donc il y a, à mon avis, une libéralisation beaucoup plus grande qui doit se faire de façon à ce que les entreprises en général, mais notamment les jeunes pousses, puissent émerger. Monsieur Heikel Drin, vous venez de nous rejoindre. Donc vous êtes fondateur de Africanda. Vous nous venez de Tunisie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre entreprise, s'il vous plaît? Je vous remercie pour l'invitation. Je remercie la chaîne Al24 et toutes les personnes qui suivent votre chaîne. Alors, je suis donc le fondateur d'Africanda, qui est un centre d'innovation qui est né en 2018. Où on est parti d'un constat sur les jeunes tunisiennes et tunisiens, mais aussi africains, qui quittaient le continent et qui n'avaient pas l'opportunité de travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il faut savoir qu'il y a presque 8 ans auparavant, on ne parlait pas ou très peu d'IA. Et donc on a monté un programme de 6 mois où on a eu pour la première cohorte quelques Algériennes, on a eu des Tchadiens, des Nigériens et des Tunisiens. Et en fait, on les a formés durant 6 mois pour qu'ils deviennent des data scientists, architectes big data et data analystes. Et derrière, on leur a donné un contrat de travail. Donc ceux qui étaient tunisiens, c'était un contrat de travail normal. Il y avait des conventions avec les Algériens et pour les autres, il y avait une carte de séjour en Tunisie. Et en fait, au fur et à mesure, on a vu que le constat, c'était la fuite de cerveau. Et que derrière, il fallait un petit peu démocratiser l'IA et donner l'opportunité à ces jeunes talents de pouvoir travailler sur des projets. Et tous nos projets, entre guillemets, ils ont un impact social et sociétal. Et c'est vrai qu'à travers le temps, aujourd'hui, on est dans 22 pays, on est presque 1800 collaborateurs et des personnes qui sont sous contrat, d'autres en freelance. Et le but, c'est qu'on a différentes visions d'IA entre les pays francophones, anglophones et lusophones. Et que depuis 4 ans, aujourd'hui, à l'African Startup Conference, on voit vraiment chaque chose qui permet d'avancer des conventions. Comme là, vous avez parlé de la déclaration d'Alger. Chaque année, il y a quelque chose qui se met en place où en Algérie, entre guillemets, on essaye de travailler tous en commun en tant qu'Africains, d'essayer de travailler en intra, non pas en inter, donc du nord au sud, d'ouest en est, pour essayer un petit peu d'harmoniser ces innovations-là. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est comme Internet il y a 25 ans, on est en plein boom. Et je pense que notre continent et nos pays, notamment en Afrique du Nord, c'est une très grande opportunité pour qu'il soit un track record, attirer un petit peu ces talents-là et que les gouvernements puissent écouter un petit peu les porteurs de projets pour faire avancer les différentes solutions. Et quels bénéfices, on va dire, immédiats et à long terme peuvent être envisagés après cette conférence? Aujourd'hui, si on parle de la déclaration d'Alger, c'est surtout sur la partie légale. On en a parlé ce matin. On a un vide juridique quand même entre les différents pays. D'autres qui ont, entre guillemets, qui ont adopté une stratégie sur la gouvernance, sur la souveraineté autour de la data. D'autres pays n'ont pas cela. Et c'est vrai que la déclaration d'Alger fait à peu près comme le Digital Act en Europe, essayer d'harmoniser un petit peu le tout en Afrique. Et ce sont les points essentiels qui permettent d'unifier, d'harmoniser la gouvernance, mais aussi de permettre, et je l'espère, que le secteur public, comme a dit tout à l'heure le professeur Taïeb Hafsi, que le secteur public puisse écouter et sauter de l'avant avec la partie privée, mais aussi académique, qu'on oublie assez souvent. Mais cet événement, donc, il s'inscrit dans la stratégie nationale d'encouragement à l'entrepreneuriat et la diversification économique. Monsieur Zemmouchi, je voudrais avoir votre avis sur la question. Moi, je suis entrepreneur et je pense que justement, en tant qu'entrepreneur, parfois, il faut d'abord essayer, tenter, essayer de jouer un peu avec les lignes parce que c'est ce qu'on demande entre autres
à ces startups, à ces entrepreneurs-là, c'est de prendre des risques, d'être innovant. Et de temps en temps, l'innovation pourrait toucher certains secteurs ou certaines lois ou certains vides juridiques, comme avait dit Heikel, ou des zones grises, comme on aime nous les appeler. L'idée, c'est que l'écosystème tech startup avance beaucoup plus rapidement que la réglementation. C'est connu et je pense que vous serez d'accord avec moi. Maintenant, le défi que les autorités, le régulateur et le législateur ont, c'est de comment à la fois réguler pour garantir une certaine sécurité, pour garantir la protection des données, pour garantir la souveraineté et aussi que, comme on a dit en anglais, le antitrust, pour qu'il n'y ait pas de monopole ou il n'y ait pas d'entreprise qui puisse avoir plus de pouvoir que ce qu'elles doivent en avoir. Le défi, c'est de pouvoir justement être à la fois pouvoir réguler, mais surtout de pouvoir permettre à ces entreprises-là de continuer d'innover parce que ça peut être un vrai freinage ou un vrai blocage de, par exemple, interdire certaines choses ou ne pas préparer l'armadage juridique qui va avec des domaines qu'on voit tous les jours, hein, parce que la start-up a révolutionné des domaines qu'on connaît tout le monde, hein, qu'on connaît tous, hein, comme le transport, comme l'achat de billets d'avion, comme le voyage, comme aussi dans la fintech, hein, s'envoyer un peu d'argent et tout. Avant, avec les banques, ça prenait énormément de temps. Maintenant, avec des startups ou des applications, on peut le faire en 2 minutes. Donc le défi, je crois que c'est que le législateur et le régulateur puissent bien faire les choses et à temps. Parce que parfois, quand ça prend beaucoup de temps, ces entreprises-là, elles peuvent souffrir et elles peuvent cesser d'exister. Et ça, ce n'est pas bien parce que si on a plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à se développer, parce que même le fait de ne pas pouvoir continuer à croître et continuer cette scalabilité fait que certaines startups restent là où elles sont et c'est pas bien. C'est presque aussi grave que de ne plus exister. Donc je pense et j'espère surtout que les rencontres d'aujourd'hui auront une suite, donc un follow-up, pourront surtout agir sur les sujets les plus urgents dans les domaines que j'ai mentionnés un peu, hein, comme le transport, comme la fintech, comme la insurtech, l'assurance qui est un domaine extrêmement important où les startups innovent d'une manière incroyable, mais la réglementation prend beaucoup de temps pour être à la hauteur, si je peux dire, hein, de leurs innovations. Et donc là, le défi à venir pour nous, je pense, en Algérie, ça serait justement de régler cela et de permettre à ces entrepreneurs-là de continuer à innover. Et comment garantir, M. Hafsi, que les engagements pris ne restent pas, on va dire simplement symboliques, mais se traduisent en actions concrètes? Bon, il y a des actions concrètes de la part des entreprises elles-mêmes. Ça, c'est lié un peu à ce qu'on a appelé tout à l'heure la stratégie des entreprises. On a souvent tendance à l'oublier, mais les entreprises, et notamment les entrepreneurs, sont dans le métier de résoudre les problèmes, quels qu'ils soient, y compris en testant le système jusqu'au bout. D'accord ? Maintenant, mis à part ça, il y a l'autre côté de la barrière. Et l'autre côté, c'est tous les mécanismes qui permettent de fonctionner. Parce que l'État, lui, fonctionne à un rythme qui n'est pas le même que celui des entreprises. Les entreprises peuvent mourir dans un espace relativement court, le temps qu'arrive la réglementation nécessaire. Donc le meilleur des mondes pour les entreprises, c'est un monde où il y a peu de réglementation. C'est-à-dire des éléments, ou si vous voulez, une réglementation qui simplifie beaucoup les choses. Ce n'est pas une surprise, par exemple, que l'Amérique soit ou ait été le pays numéro 1. C'est simplement parce qu'il n'y a aucune barrière à la créativité, aucune barrière à l'innovation. L'innovation et la créativité ne supportent pas la contrainte. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas souple. Nous, par exemple, dans l'enseignement, nous savons que quand on est dans une salle de classe, la capacité des étudiants à être créatifs dans leur débat va venir de notre capacité à créer un espace qui est sûr, c'est-à-dire où ils ne vont pas être victimisés. S'il y a le moindre danger d'être victimisé, les gens ne prennent pas de risque.
Alors que l'innovation, la créativité, c'est un risque. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de Le limite, risque oui. d'être ridicule, le risque de perdre de l'argent, le D'échec, risque oui. et tous les éléments. Donc vous voyez, finalement, même si on se répète, il vaut mieux se répéter. L'État ne perd rien à être, enfin l'État et le secteur public en général, ne perd rien, au contraire, à libérer un peu l'espace de façon à ce que les gens puissent prendre le relais et aller plus loin. Monsieur Heikel Drin, vous voulez peut-être partager avec nous votre vision de la question? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le professeur Taïeb Haf. Il faut Vous plus de... qui venez de Tunisie, on va Oui, encore on est tous dans un espèce de cadre juridique, un espèce de carcan où c'est très peu flexible. Et donc derrière, si on n'a pas cette flexibilité, moi je vois que quand on a lancé Africanda, tout le monde nous prenait pour des fous. Parce qu'ils nous disaient, vous allez faire un programme pour enseigner gratuitement et derrière, vous allez leur donner un contrat de travail. C'est ça. Il faut savoir que nous, on n'a pas été supportés par des bailleurs de fonds ou autres. C'est vraiment avec notre sueur, notre travail et surtout le réseau qui nous a énormément aidés. Mais on s'est dit comment nous, on va renvoyer l'ascenseur à ces personnes-là, aux mathématiciens qui n'ont pas d'emploi, aux ingénieurs qui n'ont pas pu trouver une solution. Comment on peut leur apporter cette solution pour leur dire, bon, travaillons ensemble sur certains projets. Et si vous devez partir demain, parce que c'est l'histoire humaine, vous pouvez partir par contre, qu'est-ce que vous faites en retour pour votre pays, pour votre région, pour votre ville? Et c'est vrai que ce partage de connaissances, c'est ce qui permet un petit peu d'amener la créativité, d'amener ce bol d'air. Et si on n'est pas flexible, si on n'a pas un cadre juridique, si on n'a pas un gouvernement ou un État qui nous soutient, ben on se sent isolé, on se sent seul. Donc on se dit, comment on peut faire avec ce que l'on a, Ce cadre-là, oui. sur l'innovation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable, tout le monde est connecté. Mais on parle beaucoup d'interconnexion, mais pas d'intraconnexion. Moi, je viens de Tunisie, qui est un pays frère. Nous, l'Algérie, ça a toujours été un pays frère. On a la première convention en 2022. Les deux anciens ministres des télécommunications et de l'innovation en Algérie, M. Yassine Oualid et M. Nizar Benneji, ont signé une convention sur le Startup Act. Ça veut dire que les startups qui sont labellisées en Tunisie ont le même statut ici en Algérie et vice-versa. Donc déjà, c'est un premier pas. C'est un début. Et donc on se dit aujourd'hui, quand on voit qu'un gouvernement comprend la problématique, Ça peut se multiplier et puis avec d'autres. tout à fait, c'est surtout pour pouvoir avancer. Et on se dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, chefs d'entreprise, parce qu'on a aussi un rôle à jouer, on a une comptabilité à tenir, on doit avoir de la recette, on a tous des hauts et des bas dans la gestion d'une entreprise. Mais on se dit, comment on va faire pour faire avancer cette innovation et surtout créer une synergie positive. Et quelles sont, Monsieur Hafsi, je reviens vers vous, quelles sont les attentes du public et des partenaires internationaux vis-à-vis de la déclaration d'Alger? Nous avons parlé des entrepreneurs, les attentes du public, ouais, du grand public. Qui ne sont pas réunis, c'est ça? Oui. Oui, bon, on pourrait passer une longue journée à évoquer ces éléments-là. Je pense que le mindset est le premier élément, le mindset de la bureaucratie. C'est-à-dire que l'État est dans le métier de l'application des règles, c'est-à-dire de mettre en place des mécanismes juridiques, légaux, qui permettent d'ordonner l'action, en quelque sorte. Mais les règles sont par essence rigides, parce qu'à partir du moment où on les émet, elles sont déjà obsolètes, parce que le monde, lui, n'arrête pas de changer. D'accord ? Et donc la grande difficulté, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les règles puis la réalité de la dynamique, en tout cas entrepreneuriale et managériale en général. Donc il faut toujours se méfier des États qui veulent régler les choses de manière parfaite. C'est-à-dire que finalement, le meilleur des États, c'est l'État qui est le plus flexible, qui a la capacité d'action. Et l'exemple typique, c'est celui de Singapour. Singapour est un État qui est constamment en train de vérifier si les règles qu'il émet aident ou n'aident pas le fonctionnement des entreprises. Donc c'est changer le mindset.
C'est-à-dire finalement penser non pas en termes de réglementer dans le sens régimenté, mais dans le sens de aider. Comment aider les entreprises à réussir dans ce qu'elles font. Par exemple, les Chinois. Pourquoi les Chinois ont réussi? C'est parce qu'ils ont littéralement appliqué ça. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte pendant des années qu'ils se freinaient eux-mêmes. Donc ils se sont mis à arrêter de se freiner. Ils ont décidé qu'ils allaient libérer de manière très importante le monde économique. Bon, bien sûr, le monde politique reste ce qu'il est, mais le monde économique a été beaucoup libéré en Chine. Alors donc notamment, aujourd'hui par exemple, si je prends la douane, les douaniers en Chine, ils sont récompensés non pas par le nombre de trafics qu'ils ont trouvé, mais par le nombre d'entreprises qu'ils ont aidé à exporter. Et ainsi de suite. Donc ça change complètement le mindset. C'est-à-dire que finalement, il faut que toutes les nations africaines se mettent à penser de cette manière-là. C'est-à-dire comment pouvons-nous aider nos entreprises, parce que c'est le seul instrument du développement économique. Comment peut-on aider nos entreprises à réussir contre les concurrents européens, américains, chinois, etc. Monsieur Zemouchi, en tant que jeune consultant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Monsieur Hafsi? Mais clairement, en tant que jeune consultant et jeune entrepreneur aussi, j'ai entrepris il y a quelques années dans le domaine de l'EdTech, dans l'éducation justement, qui est un domaine extrêmement important pour des pays comme l'Algérie où on est essentiellement dans la technologie et on voit justement des jeunes qui veulent apprendre la tech très tôt et pour pouvoir ou bien l'utiliser dans leur métier ou bien carrément se reconvertir et partir dans ces domaines-là. Moi, je pense que l'entrepreneur représente un des piliers de l'économie nationale et que l'idée même que ces entrepreneurs-là soient les leaders, que ce soit sur un plan individuel, donc avec leurs ambitions, avec leur... Peut-être parfois on exagère, mais on dit cult of personality, donc le culte de la personnalité de l'entrepreneur que je vois et que parfois j'aime bien, que de temps en temps il n'est pas idéal, mais ça inspire et ça donne confiance à des entreprises qui sont maintenant représentées plus par des personnes que autrefois des grandes organisations dans lesquelles les individus ou les employés sont perdus ou qui font partie d'un grand mécanisme que parfois eux-mêmes ne comprennent pas très bien, ne maîtrisent pas et ne comprennent pas leur place et leur importance. Moi, je pense que le monde de demain, c'est un monde où il y aura, comme a dit Sam Altman, le patron d'OpenAI, the $1 billion company with one person. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt une journée, une personne qui va être dans une entreprise qui va valoir plus d'1 milliard de dollars. Et ça, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au changement de l'économie et surtout, par exemple, du salariat qui peut-être dans quelques années et dans quelques décennies va peut-être changer ou que le modèle que nous avons actuellement ne sera pas le modèle qui existera dans l'avenir. Et donc, il faut évoluer rapidement. On va s'adapter surtout. Totalement. On voit un peu ce qui se passe aux États-Unis et en Chine et comment les entreprises investissent massivement des centaines de milliards de dollars, et j'exagère guère, en investissant sur des sujets comme les GPU, donc comme les data centers pour l'IA ou d'autres sujets qui sont en rapport avec la technologie pour changer un peu la manière dans laquelle l'économie fonctionne. Et il suffit de voir un peu la capitalisation boursière des Magnificent Seven, qui sont les 7 plus grosses entreprises tech, et leur poids dans l'économie mondiale. Il y a 20, 30 ans ou 40 ans, ce n'était pas le cas. Donc je suis totalement d'accord avec M. Taïb Hafsi et que nous, en Afrique, en général et en Algérie en particulier, on ne doit pas être en retard parce que le retard va coûter très très cher. Et que se rattraper dans un monde où les choses avancent 2 ou 3 fois ou 10 fois plus rapidement qu'il y a 2 décennies ou 3 décennies, quand même ça nous coûtera énormément. Et je pense que ce mouvement-là, si je puis me permettre de l'appeler comme ça, d'entrepreneurs devrait continuer d'être plus fort et sera incarné et devrait être incarné par des entreprises solides
qui répondent à de vrais besoins et qui ont la technologie dans leur cœur de métier, mais aussi qui ont des talents capables de maintenir ces entreprises-là et capables aussi de s'adapter aux éventuels changements dans l'avenir pour justement faire partie de cet écosystème mondial de start-up et de technologie qui va permettre à l'Algérie d'être parmi les premières nations et rien ne nous empêche car on a les talents, on a les ressources, on doit juste savoir collaborer et savoir utiliser ces deux-là pour avoir une meilleure économie. Et évidemment, et l'Afrique tout entière si on veut aller… Si l'on veut vraiment réussir, il faut absolument que le mindset ne soit plus simplement national, mais qu'il soit continental, ou au moins sous-régional, sous-continental, régional. Et justement, pour le mot de la fin, Monsieur Heikeldrine, comment les échanges initiés ici au CIC pourraient se transformer en projets concrets, en partenariats durables ou en nouvelles opportunités économiques? On le voit déjà depuis 4 ans où à chaque African Startup Conference, il y a une synergie qui se crée et surtout, comme vous l'avez dit, professeur Taïb Hafsi, c'est que c'est par région. Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique centrale, il y a l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, on est amené à discuter avec des régions dont nous ne sommes pas liés. L'Afrique de l'Est, nous ne sommes pas liés, comme avec la Libye pour ma part ou l'Algérie. Et là, en fait, c'est une opportunité pour nous qu'on doit saisir pour pouvoir avancer dessus. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve ici, où il y a tous les pays africains, où on discute sur un leitmotiv autour de l'EdTech, autour de la Green Tech, autour de la FinTech ou autre, et ben on se dit comment on fait pour avancer. Et c'est vrai qu'on a aussi la chance d'avoir la partie publique avec les ministres et tous les gouvernements qui sont ici, où on peut discuter directement, comme on l'a fait ce matin avec les représentants ministériels. On les a questionnés sur nos problématiques, mais aussi comment on pourrait travailler ensemble en commun pour résoudre les problèmes. Mais aussi, on a les différentes startups qui sont des jeunes entreprises innovantes qui viennent de tout le continent et qui peuvent, depuis 4 ans, venir s'installer entre les différents pays. Après, il y a toujours la partie administrative qui est un petit peu lourde sur le visa et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a énuméré ce matin pas mal de points, de sujets sur comment on peut bypasser et sauter ces étapes-là pour fluidifier le travail, fluidifier l'échange, les partenariats et bien entendu solidifier le socle africain pour travailler sur un seul et même continent. Il y a deux pays que moi je prends souvent en exemple, l'Estonie qui était à l'époque n'avait aucune digitalisation de leur pays, alors qu'aujourd'hui c'est un pays c'est un des leaders mondiaux, voire même le leader mondial dans la digitalisation. Et le Chili qui se rapproche un petit peu beaucoup des pays d'Afrique du Nord, notamment l'Algérie et la Tunisie, qui ont monté une agence publique-privée qui s'appelle Corfeo et qui a aidé à booster l'écosystème chilien. On parle même de la Silicon Valley, où pas mal de startups chiliennes qui sont en train de concurrencer des entreprises américaines. Et on se dit, est-ce que ce modèle-là peut marcher chez nous, notamment en Afrique du Nord? Parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci pour vos analyses respectives. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Al 24 News.